Rapidement, une présentation d'Energy-Dev en quelques mots. Bureau d'études indépendant accompagnant les industriels dans la performance industrielle. Voilà. On est actif sur la région Grand Est. Donc le bureau a été fondé en 2010. On est une équipe pluridisciplinaire d'experts en efficacité énergétique, financement de l'efficacité et tout ce qui est bilan carbone. 8 ingénieurs. Et on propose un accompagnement global de la stratégie carbone et énergie des industriels. Voilà. Donc expertise transversale, indépendance, neutralité, ça c'est très important. On est tiers de confiance dans tout ce qui est projet d'efficacité énergétique, puisqu'on est indépendant vis-à-vis des fournisseurs et des offreurs de solutions. Et on travaille en général sur des contrats avec obligation de résultat. Donc obligation de résultat, donc des équivalents de CPE pour la performance énergétique ou des obligations de résultat financiers dans tout ce qui est investissement. Sur les 10 ans d'existence, on s'est organisé en fait en 3 pôles d'expertise. Performance financière, donc tout l'achat d'énergie, fiscalité et levier de financement. Donc là, les leviers de financement, le plan de relance, les C2E, les subventions. Ça va être le sujet de ce matin, notamment l'efficacité énergétique, avec au centre tout ce qui est management de l'énergie, certification ISO 50001, état des lieux, plan d'action, donc là, c'était tout ce qui est audit énergétique, réglementaire ou non, accompagnement de la mise en œuvre du plan d'action, et troisième partie, donc en jaune, sur l'efficacité énergétique, mesure de la performance qui est non négligeable, dont on va aussi parler aujourd'hui, c'est tout ce qui est comptage et supervision. Troisième pôle d'expertise, la sobriété carbone, dont on entend beaucoup parler avec la décarbonation de l'industrie, donc tout ce qui est bilan carbone, bilan GES, démarche ACT, récupération de chaleur et énergie renouvelable, en particulier la partie photovoltaïque. On constate aujourd'hui avec la transition environnementale que des euros, des mégawattheures et du CO2 convergent et souvent ont les mêmes finalités, sauf qu'au sein de l'industrie, tout le monde ne parle pas le même langage. La direction va plutôt parler euro, le référent énergie va parler efficacité énergétique, et la stratégie ou le responsable ou la responsable environnement parlera plutôt carbone, voilà, ou le législateur, d'ailleurs, sobriété carbone, pour avoir les subventions. Voilà. On a pas mal de références au niveau Grand Est, notamment des industriels. Vous avez quelques logos qu'on a accompagnés sur divers sujets liés à la performance énergétique. Système de management de l'énergie, alors ça c'est important parce qu'on va en parler tout à l'heure en lien avec le décret tertiaire. L'audit énergétique comme point de départ, qui peut servir aussi bien pour le décret tertiaire comme on le verra tout à l'heure. L'audit organisationnel, définition du plan d'action à l'issue de l'audit énergétique et de l'audit organisationnel. C'est une méthodologie systématique qu'on applique dans tout ce qui est performance énergétique ou sobriété carbone. Et ensuite, définition des indicateurs de performance, suivi de la performance et application des équipes. Voilà, c'est le triptyque pour toutes les thématiques liées à la performance. Voilà, je passe rapidement, de toute façon vous aurez la présentation. Et autour de cette notion d'efficacité énergétique, alors ça je peux passer aussi rapidement, il y a 3 fondamentaux, un état des lieux costaud, que ce soit pour le décret tertiaire ou pour une démarche ISO 50001, du comptage, de la supervision. Alors en général, on pense que ça coûte un bras, mais il faut savoir qu'il y a une fiche C2E UT 134 qui permet, sous certaines conditions, de financer du comptage et de la supervision. On en parlera tout à l'heure. Et ensuite, le talon d'Achille des industriels, c'est de l'AMO, de l'accompagnement dans la mise en œuvre des actions, du plan d'action. Et là, on a aussi possibilité de proposer des solutions. Alors, pas forcément clé en main, puisqu'on souhaite que les industriels gardent un œil sur ce qui est fait et assument aussi leur part de responsabilité avec l'installateur. Mais on a pour habitude d'accompagner les industriels aussi dans la mise en œuvre des solutions. Voilà. Donc, je passe la parole à Axel qui vous parlera donc là de la première partie concernant donc, le décret tertiaire. Le décret tertiaire, pourquoi? Merci Alexandre. Donc, rentrons dans le vif du sujet, le décret tertiaire. Donc, pourquoi? On va faire un rapide rappel donc, des données clés de ce décret. Donc, les bâtiments concernés, donc tout le monde le sait, hein, les bâtiments assujettis donc, sont ceux qui ont une surface tertiaire cumulée de 1000 m². Donc, bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments. Voilà un petit rappel des bâtiments concernés. Des objectifs sans valeur relative, si on a une référence, moins 40%, moins 50%, moins 60%. Et objectifs en valeur absolue, donc en fonction des bâtiments neufs de la même catégorie. Donc voilà, il y a ces 2 objectifs et donc il faut en choisir un. Les pénalités, donc un name and shame, il y a une amende, une pénalité en amende.
Il y a aussi pour les sites certifiés un risque de perdre une certification et bien sûr une perte de la valeur d'un bien immobilier. Donc, pour le planning réglementaire, donc voici juste les échéances, les différentes échéances. Donc, le report des premières déclarations au 30 septembre 2022. Ensuite, les échéances pour l'atteinte des objectifs, vérification des objectifs pour chaque décennie, 2031, 2041 et 2051. À savoir que, on verra plus tard le dépôt des dossiers techniques, donc c'est pour chaque décennie, 2026, 2036, 2046. On verra à quoi servent ces dossiers techniques. Donc, pour résumer, on imagine, on suppose que vous êtes tous au même niveau d'information là-dessus. Il y a un état des lieux qui doit être transmis au plus tard en septembre de l'année prochaine. Et ensuite, ce qui est demandé, c'est un plan d'action avec ambitieux d'une réduction de moins 40% de vos consommations par mètre carré bâtimentaire en 2030. Voilà, donc un objectif assez ambitieux. Et l'objet aujourd'hui, donc comme je le disais, ce n'est pas de rentrer dans le détail de cette obligation réglementaire, mais surtout de voir concrètement qu'est-ce que ça représente, c'est moins 40% pour 2030. Voilà. Maintenant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Mais voilà, on suppose que tout le monde est au courant, on a déjà entendu parler et est conscient de la chose. On voit chaque année, à fin septembre, déclaration des consommations de l'année passée. Donc, juste pour rappeler aussi d'où vient ce décret tertiaire. Voilà, pour un bâtiment type qui est classé F sur l'étiquette énergétique, ça revient finalement à remonter vers les caractéristiques d'un bâtiment performant, donc à horizon 2050. Donc voilà. Il y a un risque aussi sur le fait de ne pas répondre aux obligations du décret tertiaire. Le foncier, le bien immobilier perdrait de la valeur, parce qu'il commencerait par aussi des interdictions de louer des bâtiments qui sont avec des étiquettes énergétiques pas bonnes. Donc, vous soyez propriétaire ou locataire, il y a une incitation aussi dans ce sens-là. Pour pas que le foncier perde de la valeur, il faudrait améliorer la performance énergétique du bâtiment. Voilà, on le verra tout à l'heure. Il y a aussi des dispositifs qui vont venir, notamment dans la 5e période C2E, qui vont faciliter le financement et inciter les acteurs à transformer, donc à moderniser donc, la partie bâtimentaire. Donc dans l'industrie, voilà, comme l'a dit Alexandre, on va orienter aussi un peu les discussions pour l'industrie, parce que c'est un décret qui est moins évident à aborder, parce que ce n'est pas le cœur de métier, hein, la partie tertiaire. Donc là, pour donner un exemple un peu sur un diagramme Sankey, donc on a la partie bâtimentaire hein, qui représente une faible partie des consommations. En industrie, on n'a pas l'habitude de s'intéresser à ces consommations-là. Et pourtant, c'est ce que demande le décret tertiaire. Donc voilà, généralement, ça représente moins de 20% des consommations totales du site et parfois, c'est bien moins que ça. Donc voilà, on est d'accord sur le fait que l'enjeu financier n'est pas là, l'enjeu énergétique n'est pas là, mais il y a quand même une dynamique en interne qui pourra être insufflée dans la maîtrise des consommations énergétiques et pas uniquement la partie bâtiment, puisque voilà, en général, dans l'industrie, c'est secondaire. Alors peut-être la partie. Donc, le décret tertiaire, comment la première question qui va se poser, et là, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est quels sont les mètres carrés qui vous concernent, qui concernent le décret. Donc voilà, on parle plutôt là d'étape 0, déjà savoir est-ce qu'on est éligible ou pas à ce décret. Donc là, on a pris pour exemple voilà, un plan d'un site industriel. Donc voilà, il faut identifier les surfaces de plancher de chaque bâtiment ou partie bâtiment. Il y a une activité tertiaire. Sommer les surfaces de ces bâtiments, parties de bâtiments. Donc si le total est supérieur à 1000 m², le site industriel est concerné par le décret tertiaire. Donc là, on a pris par exemple les surfaces de bureaux, de stockage aussi. On viendra, il y a une petite subtilité par rapport à ça, on y viendra. Les bureaux d'atelier, etc. Alors, juste une question. Est-ce que c'est par rapport à l'unité bâtimentaire, 1000 m², ou c'est la somme des bâtiments tertiaires qui doit faire plus de 1000 m²?
Alors, c'est la somme des bâtiments. Donc là, on parle d'un site industriel, on parle d'une unité fonctionnelle. C'est le terme utilisé par les textes de loi. Donc, une unité fonctionnelle, par exemple, ça peut être un site industriel, comme là, c'est le cas. Donc, c'est tous les bâtiments vraiment à usage tertiaire qui sont sommés, les surfaces donc, de ces bâtiments qui sont sommés. Et donc, si cette somme dépasse les 1000 m², c'est tout le site qui est assujetti. Donc, on raisonne par site et pas par bâtiment. C'est-à-dire que c'est la somme des bureaux sur le site, sur plusieurs bâtiments dépasse 1000 m². Par exemple, on a plusieurs bâtiments sur ce site et le site entier est assujetti. Donc, il faut bien différencier, donc on va le voir, les surfaces à prendre en compte pour apprécier l'assujettissement du site, des surfaces qui sont prises en compte après pour le suivi des consommations. Qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Pour donner un exemple par rapport à ça, je ne l'ai pas forcément spécifié, mais un parking en superstructure ou en terrain, ça fait partie des activités tertiaires. Il n'est pas pris en compte pour apprécier l'assujettissement d'un site, mais ces consommations seront prises en compte si le site est assujetti. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais donc voilà. Il n'est pas à prendre en compte dans la somme des surfaces, dans le calcul finalement pour voir si le site est éligible au décret. Mais par contre, si le site est éligible, après, il faut intégrer les consommations du parking dans le suivi. Le stockage, peut-être. Donc le stockage, il est une petite précision sur le stockage. Il est concerné seulement lorsqu'il s'agit d'une activité de logistique. Donc voilà, il est précisé un stockage au-delà de 5 jours. Un stockage, on parle bien de produits finis, puisque les matières premières, le stockage de matières premières, sont intimement liées à l'activité industrielle. Ils ne sont pas concernés. Et donc, elles ne sont pas concernées. En général, si vous êtes en dessous des 1000 m² bureau, le stockage peut faire pencher la balance dans l'obligation du décret. Voilà, souvent c'est cette ambiguïté-là où voilà, le fait qu'on parle tertiaire et qu'on ne pense pas forcément stockage logistique. C'est ça, donc en fait, dès qu'il s'agit de logistique, c'est une activité tertiaire. Donc certaines surfaces peuvent être retirées du périmètre si elles sont intimement liées à l'activité du process industriel. Donc là, on a mis un exemple. Donc les surfaces qui changent de couleur, par exemple, il y a des bureaux d'atelier qui sont intimement liés à une activité industrielle, ou par exemple là, le stockage de matières premières, de modèles, donc, ou bureau de maintenance par exemple. Donc ces surfaces-là sont intimement liées finalement à une activité industrielle et ne sont pas à prendre en compte dans le calcul des surfaces pour l'assujettissement. Donc on a imaginé 5 étapes pour la mise en œuvre du décret, donc de la mise en œuvre opérationnelle. Donc étape 1, vérification de la complétude des données bâtimentaires, donc vérifier si on a toutes les données pour répondre avec la tertiaire. Étape 2, récupération des données de consommation, c'est là que ça se complique un peu généralement, notamment pour les industriels qui ont des bâtiments à usage mixte. Étape 3, définition de la ligne de référence des objectifs, entre-temps une étape de déclaration sur la plateforme Opérate. Étape 4, élaboration du plan d'action, et on le verra, il est possible de moduler les objectifs. Et étape 5, mise en œuvre du plan d'action, suivi des indicateurs. Donc on va balayer toutes ces étapes-là. Vérification de la complétude, donc récupérer toutes les données nécessaires à la déclaration sur la plateforme Opérate. Les données de surface de plancher, bien évidemment, les données de consommation énergétique, données qui qualifient les conditions d'occupation et d'utilisation pour la ligne de référence, c'est-à-dire que il faut déclarer ces données-là. Elles permettront de moduler dès le départ l'objectif en fonction du volume d'activité. Si vous avez des bureaux qui sont utilisés qu'à moitié, voilà, il faut le déclarer pour que l'objectif soit adapté à l'utilisation de vos locaux. Donc, voilà, il s'agit du taux d'occupation. C'est un ratio qu'il va falloir associé au mètre carré des bâtiments, des surfaces. Vraiment. C'est ça, donc c'est l'occupation sur la capacité maximale en fait du local. Pour info, dans le décret tertiaire, il n'y a pas de distinction dans le type d'énergie, que ce soit électricité, gaz, fioul, bois, etc. Ce sont toutes les énergies qui sont achetées. C'est ça. On parlera tout à l'heure, il y aura l'autoconsommation qui, elle, peut être déduite, mais sinon, tout le reste,
c'est donc tout ce qui est acheté, qui n'est pas produit sur site en termes d'énergie, est à prendre en compte dans les indicateurs énergétiques. Donc, il faut identifier aussi les compteurs, notamment les compteurs de livraison. Ça peut être intéressant dans le sens où, après, il pourrait y avoir une passerelle avec GRT, par exemple, pour automatiquement transmettre les données. Donc, récupération des données de consommation. Donc, voilà, c'est vraiment le top 1 des difficultés rencontrées par les industriels, donc notamment quand il s'agit d'usage mixte sur des bâtiments. Donc, il existe des solutions pour reconstituer cette répartition tertiaire-non tertiaire. Donc, il faut caractériser la situation existante. Il y a 3 possibilités. Soit faire une campagne de mesure temporaire sur une durée quand même assez représentative et afin de déterminer les clés de répartition. Il est possible de faire une simulation des consommations en justifiant les données qui seront utilisées ou mettre en place des compteurs fixes, ce qu'on conseille de privilégier, puisqu'après, ça permettra d'effectuer le suivi sur le long terme. Donc, pour ça, au niveau électrique et gaz, voilà, par exemple, identifier bien les départs sur les TGBT pour pouvoir mettre en place des compteurs, ou pareil sur les gaz, mettre en place du sous-comptage sur les différents circuits. Pour reformuler ce que dit Axel, c'est le nerf de la guerre, dans le sens où il faut être pragmatique en termes de comptage, puisque souvent les départs que vous avez alimentent aussi bien le bâtiment que le process. Donc, trouver, en fonction des réseaux du tableau électrique, qu'est-ce qui peut être mesuré, soit de soustraire la partie process, soit de mesurer la partie bâtimentaire, soit de la calculer pour pouvoir séparer les deux. Voilà. Donc ça, c'est important et il faut en général être plutôt pragmatique, sachant qu'un compteur électrique, ça ne coûte pas forcément cher. On est dans les 1000 euros, donc en partant du TGBT, pour quelques milliers d'euros, vous avez la mesure en temps réel et l'historique de vos départs électriques. Pour la chaleur, c'est un peu plus cher, mais voilà, il y a quand même moyen de faire des choses, et d'autant plus, comme je le disais, il y a une fiche C2E UT134 qui permet de financer notamment les indicateurs, les compteurs liés au process. Donc, on peut aussi financer une partie des compteurs process et donc, par différence, déduire les consommations bâtiments. Donc, ces données-là, après, il faut les comparer donc, avec des indicateurs représentatifs des activités. Pour la situation existante et la référence choisie, s'il y a une évolution du volume d'activité, il faut le prendre en compte. Donc, c'est à ça que vont servir ces indicateurs pour le volume d'activité. Voilà un exemple d'outil de supervision. Donc, on a au centre de l'image un compteur gaz, un compteur élec. Et donc, on a un exemple de supervision pour suivre les consommations. Alors, voilà, encore une fois, ça ne coûte pas forcément un bras. Alors, nous, on a quelques partenaires qui nous accompagnent pour offrir ce type de solution. Vous n'êtes pas forcément au point de main lié avec tel ou tel prestataire. Il y a aussi des systèmes qui sont ouverts, qui peuvent être complétés, musclés, mais il n'y a pas besoin de casser la tirelire pour déjà avoir des indicateurs fiables qui ont été installés de manière intelligente. Aujourd'hui, avec toute l'industrie 4.0, il y a des solutions voilà, qui ne coûtent pas un bras, et qui fonctionnent très bien. Donc juste voilà, un exemple aussi sur les mesures ponctuelles, on va passer rapidement, mais il existe aussi des outils qu'on peut poser temporairement et qu'on enregistre de données. Donc après, avec le logiciel dédié, on peut récupérer ces données-là et on va faire une répartition des consommations sur tout le site et comparer avec les indicateurs représentatifs des activités. Donc là, on le voit, on retombe un peu, qu'on le veuille ou non, dans un audit énergétique, dans un camembert des consommations globales du site. Voilà, donc il y a le bâtiment qu'il faut identifier tout seul, mais qu'on le veuille ou non, souvent on est amené aussi à mesurer les autres utilités, donc en lien avec le process. Donc il faut quand même cartographier d'un point de vue comptage et consommation ce qui se passe sur votre site. Et ça serait dommage de se limiter justement à la partie bâtimentaire uniquement. Puisque par différence, quand vous ayez le process ou le bâtiment, vous avez l'autre usage. Alors voilà, juste schématiquement, on le disait tout à l'heure, on peut soit mesurer la partie directement tertiaire,
soit mesurer la partie process qui est éligible donc, à la fiche T134 et travailler plutôt par déduction. Donc c'est très schématique, hein, c'est pas forcément toujours évident, mais c'est possible. Ça va dépendre des départs du tableau ELEC que vous avez aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire si les départs ELEC sont bien faits, que le bâtiment est distingué du process, c'est très bien. Sinon, il va falloir mesurer soit une sous-partie bâtiment, soit une sous-partie process. Là, bon, votre électricien peut aussi vous dire, vous expliquer et être pragmatique. Il n'y a pas besoin d'installer une rôle, c'est tout mesuré sur site. 3 à 4 compteurs suffisent en général largement pour dégrossir le sujet. Parce qu'il y a aussi une notion de dégrossissage et de priorisation. Il n'y a pas besoin d'aller mesurer les petits bureaux. Ça peut se calculer facilement. Définir l'année de référence et les objectifs par bâtiment. Donc l'année de référence, c'est en kilowattheure donc par mètre carré. Donc on disait deux objectifs qu'on connaît bien maintenant. Donc en valeur relative, c'est l'objectif dont on a le plus entendu parler, donc les 40%, 50 et 60%. Il y a aussi l'objectif donc en valeur absolue, donc avec une composante liée aux conditions climatiques selon la localisation du site assujetti, et une composante selon le type d'activité et des usages énergétiques. Et donc, il y a la possibilité aussi de mutualiser les résultats à l'échelle d'un patrimoine. Donc ça, on pourra en parler plus en détail plus tard. Ce qui est demandé, c'est sur un historique de 10 ans, 2010-2021, de définir une référence. Donc, en général, vous choisirez la référence la plus élevée et sur cette référence, définir un objectif. Soit c'est les fameux objectifs stalinien, moins 40, moins 50, moins 60%, soit c'est des objectifs en valeur absolue. Il faut avoir tant de kilowattheures par mètre carré qu'il va falloir atteindre. Voilà. Donc, il va falloir choisir entre ces deux objectifs et ça va être l'objectif final, global, exprimé en kilowattheures par mètre carré qu'il va falloir atteindre par rapport à une référence que vous aurez choisie sur les 10 dernières années. Voilà. Donc, ça ressemble là encore une fois à du système de management de l'énergie, à l'ISO 50001, c'est-à-dire une référence, donc l'année de référence, et un objectif, et quatrième étape, donc le plan d'action pour atteindre cet objectif, puisque cet objectif, c'est ce qui vous est fixé, il va falloir mettre des moyens. Donc voilà un peu une méthode, on va dire, bon, ça reste du bon sens, hein, avec des actions immédiates, sensibiliser, faire la chasse aux fuites. Donc, on le disait, ça démarre finalement par un état des lieux énergétique qui permet de détecter, diagnostiquer ces fuites. Ensuite, il peut y avoir des actions prioritaires avec un temps de retour sur investissement intéressant. Donc, il s'agit de régulation, accès aussi sur la maintenance, optimiser les installations avec des variateurs de fréquence, mettre en place la récupération de chaleur aussi, changer l'éclairage actuel par la LED, mettre en place des éléments de régulation comme la pression flottante sur les groupes froids. Et puis des actions aussi qui demandent un peu plus d'investissement et qui ont des impacts sur le long terme. Donc réflexion des chaufferies par exemple, étudier les opportunités d'énergie renouvelable. Alors cette partie-là, elle s'appelle plutôt, alors c'est le scénario mégawatt, hein, ça s'appelle plutôt action vertueuse. Moi, je les formulerais plutôt en action stratégique. C'est-à-dire aujourd'hui, en bouclant avec la hausse des prix des énergies qui sont quand même amenés à durer, hein, je ne dirais pas 6 mois, risque de durer dans le temps. Donc aujourd'hui, des réflexions sur des chaufferies biomasse, sur l'opportunité d'installer ou non une autoconsommation photovoltaïque commencent à trouver leur place aussi chez les industriels et pas uniquement chez les collectivités. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui vont être amenées à se développer. Et comme ça a été sur les premiers sujets, donc ce qu'on appelle action prioritaire, la régule de tension, récup de chaleur, etc., il y a des aides et c'est souvent premier arrivé, premier servi. Donc sur les 5 dernières années, tous les premiers industriels qui se sont lancés dans la récup de chaleur et qui ont bien fait les choses ont pu récupérer souvent une manne financière qui a permis de faire d'autres travaux moins lucratifs. Et aujourd'hui, sur le photovoltaïque, le biomasse, il commence aussi à avoir des grosses opportunités, des coûts financiers à jouer, entre guillemets. C'est de la stratégie et ça vaut sûrement la peine d'y regarder de plus près et d'y associer les obligations décréterciaires. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, tout ce qui sera consommé par ENR
produite sur site sera en déduction des consommations prises en compte dans les objectifs des critères tertiaires. C'est ça, y compris donc récupération de chaleur aussi, valorisation. Donc on disait, point de départ, réalisation d'un diagnostic énergétique avec mesures complémentaires, analyse du plan de comptage actuel et préconisation, monitoring. Donc là-dessus, il y a deux choses qui apparaissent. C'est l'importance du comptage pour la partie action prioritaire. Pour pouvoir optimiser, réguler, il va falloir quand même mesurer pour vérifier s'il faut ou il ne faut pas, est-ce que c'est bien fait, c'est pas bien fait, et aussi est-ce que ça a été bien fait après les travaux. Donc le comptage est vraiment incontournable, hein, la fameuse phrase, on ne peut pas améliorer ou réduire ce qu'on ne mesure pas. Clairement, il y a quelque chose à faire. Et deuxième sujet, c'est toutes les aides, les subventions liées au coût de ces travaux. Voilà. Ça, c'est ce qu'on verra en troisième partie tout à l'heure. Donc représenter ça sur une courbe, voilà. On a schématisé là-dessus l'évolution dans le temps, donc de la consommation énergétique. Donc on abscisse le temps en donné soit la facture énergie, soit les consommations. Donc un VAS 0 avec des actions de sensibilisation, stop au gaspillage, on peut faire descendre un peu la courbe. Bon, là, on est peut-être un peu exagéré. Ensuite, toutes les actions d'économie avec des taux de retour sur investissement faibles de 1, 2 ans, 3 ans, et avec des montages C2E, plan de relance, il y a des choses à faire, ce qui permet de passer en phase 2. Et ensuite, des choses plus stratégiques, c'est la partie, comment dire, les ISO 50001, énergie renouvelable et récupération de chaleur. Voilà. Sachant que là-dessus, il y a du financement qui est possible, notamment dans le cadre du plan de décarbonation. C'est pour schématiser et donner une idée. Sachant que si vous ne faites rien, vu les prix de l'énergie, le budget va continuer à monter. Donc en gros, ne rien faire, c'est reculer. Puisque, comme vous voyez, l'énergie augmente de quelques pourcents, donc il faut un minima pour rester à ISO budget, réduire la consommation d'énergie à ISO périmètre, pour la production équivalente. Modulation des objectifs, donc on en parlait tout à l'heure. C'est un sujet important, je prends la parole là-dessus. Donc là, on était sur année de référence, objectif. Il faut savoir qu'on peut négocier, entre guillemets, les objectifs qui sont fixés par le décret tertiaire. Il va falloir le justifier, donc on parle d'un dossier technique. C'est un sujet qui me semble incontournable, surtout si les investissements coûtent un bras et qu'en interne, l'entreprise ne peut pas les mener. Il va falloir monter un dossier technique pour justifier les nouveaux objectifs. C'est ça. Donc, le dossier technique peut être élaboré donc, pour des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. Donc, par exemple, un bâtiment avec une façade architecturale particulière, il n'est pas forcément possible de faire des actions d'ITE, d'isolation thermique par l'extérieur. Donc là, voilà, il faut élaborer un dossier technique pour justifier le fait de ne pas faire. Voilà, tout simplement. Merci. Donc, aussi pour disproportion économique, donc voilà, avec différents temps de retour sur investissement qui sont imposés donc, par le décret. Alors voilà, des TRI de 30, 15 ou 6 ans, donc s'ils sont supérieurs à ces seuils-là, peuvent donner lieu à une non-action de la part donc, de l'obligé. C'est ça. Et voilà, il faut élaborer ce dossier technique donc, pour justifier les modulations de ces objectifs. Alors, on a essayé de résumer dans une boîte à outils les différents leviers ou méthodes à disposition pour pouvoir atteindre ce qui est demandé par le décret tertiaire. Donc voilà, on a parlé, choix sur une référence, objectif, choix sur l'objectif. Une première modulation donc avec le volume d'activité à renseigner, c'est important. Ensuite, mesure et suivi de la performance, plan de comptage et supervision, on en a parlé également, donc c'est incontournable. Plan d'action d'amélioration, identifier aussi les leviers de financement pour mettre en place ces actions et mettre en œuvre. Deuxième modulation des objectifs, donc le dossier technique. Et puis ensuite, n'hésitez pas à consulter la FAQ donc, qui est sur Opérate, sur le site d'Opérate, on a mis le lien. Et puis donc les JFrance pour les textes réglementaires. Sur Opérate, donc c'est la plateforme sur laquelle il va falloir déclarer le 30 septembre 2022, donc
première consommation, donc sur les 2 dernières années et l'année de référence. Donc il y a une FAQ qui est bien faite. Tout le monde peut poser des questions, vous avez des réponses qui sont validées aussi, donc des choses assez fiables. Mais voilà, on a essayé de vous décrire dans les grandes lignes les tenants et aboutissants du comment faire ce décret, comment répondre à ce décret. Alors, par exemple, on retrouve des schémas aussi un peu plus parlants dans cette FAQ. Donc, n'hésitez pas voilà, à consulter. Là, c'est dans le cadre d'un bâtiment qui est assujetti en cours de route, on va dire. Donc, voilà, ça donne des indications assez précises quand même sur la démarche à suivre. Donc, il y a un deuxième, voilà, assujetti d'un primo assujetti pour le choix de l'objectif, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment une bonne source de données. Et qui est fiable d'ailleurs, puisque c'est voilà, officiel. Voilà, c'est une FAQ officielle. Alors j'en profite justement comme on est un peu dans la FAQ, donc les questions. On a quelques questions. Alors la première, une question d'Arnaud Kiffer. Comment faire si on n'a pas les données de consommation des bâtiments concernés? Donc là, je pense que ça, entre-temps, vous avez répondu dans la présentation avec la mise en place de différents moyens de comptage et de simulation. Et par contre, on a trois autres questions qui sont plus là au niveau des surfaces, des bâtiments assujettis, etc. Donc, Christelle Barthes nous demande, alors, nous avons des tours à stockage qui contiennent aussi bien des pièces de rechange pour approvisionner nos clients sur demande, et ces mêmes pièces sont également utilisées en matière première pour monter les machines. Comment doit-on les comptabiliser? Une question de Jean-Michel Roux. Pouvez-vous préciser la notion de surface intimement liée à l'activité de production? C'est un peu connexe à la première question. Et la dernière question de Michel Marbach. Pouvons-nous lister les locaux concernés? Bureaux, vestiaires, toilettes, cantines, couloirs, salles de réunion. Donc c'est vraiment la question des locaux assujettis au décret tertiaire qui se pose pour nos participants. Oui, donc on n'a pas une liste exhaustive hein, de toutes ces activités-là. Mais en fait, le décret veut qu'on use de bon sens là-dessus. On parlait d'activités intimement liées à l'activité industrielle. Pour reprendre donc l'exemple du stockage de matières premières, les matières qui sont stockées là vont être utilisées dans le process industriel. Et donc, l'activité stockage de matières premières est clairement liée à l'activité process industriel. Donc, ne rentre pas en compte dans le périmètre du décret tertiaire. Ensuite, tout ce qui est vestiaire, petits bureaux d'atelier, ça, c'est vraiment à l'appréciation en fait de l'industriel. Hein. Si le vestiaire est utilisé par les opérateurs de production sur vraiment le bâtiment de production et rattaché au bâtiment de production, on peut admettre que le vestiaire ne rentre pas en compte non plus dans le périmètre puisqu'il est intimement lié à l'activité de production. La cantine, par contre, typiquement, c'est du tertiaire, ça va être difficile. La restauration, c'est du tertiaire. Donc, le restaurant d'entreprise, c'est du tertiaire. On a un exemple. En fait, si vous voulez, l'idée, c'est de pouvoir que les ratios kilowattheure par mètre carré soient associés à l'utilisation du bâtiment et pas au process. Donc, de pouvoir mesurer, si on isole le bâtiment, est-ce qu'avec ces consommations qu'on mesure, on va améliorer le ratio. On a un autre exemple, on a eu des salles blanches dans des entreprises qui font de l'électronique. Donc, la partie salle blanche, donc zéro poussière, on peut ne pas les inclure dans le décret tertiaire parce que c'est lié au process. Et ces salles-là sont quand même très, très spécifiques. Donc, on n'est pas obligé de les mettre dans la partie bâtimentaire. Donc, il y a une notion, voilà. Il faut être pragmatique, en fait. Si il y a, comme dit, un petit atelier au milieu d'une zone de production, voilà, c'est compliqué d'isoler ces consommations. Souvent, un petit bureau d'atelier, c'est peut-être 20 mètres carrés. Bon, c'est pas pertinent au regard peut-être d'un bâtiment administratif qui fait 800-900 mètres carrés. Donc, on n'est pas en train de dire non plus qu'il faut jouer là-dessus pour sortir du périmètre d'assujettissement au décret. Mais voilà, si vous êtes déjà au-delà des 1000 mètres carrés et qu'il se pose une question sur un petit bureau d'atelier, il est admis que ce bureau-là,
lié intimement à une activité qui n'est pas de l'ordre d'une activité tertiaire, et donc il ne sera pas pris en compte dans le périmètre, en tout cas des consommations. Un autre critère à prendre en compte qui est pragmatique, c'est le comptage. Si ce bâtiment il est un pont entre les deux, vous avez du comptage qui mesure ce bâtiment, et vous êtes déjà de plein pied dans les 1000 mètres carrés, ben, mettez-le dans la boucle, ça ne sert à rien de mettre un comptage pour l'exclure. À l'inverse, si le comptage ne mesure pas cette petite partie du bâtiment, bon ben, pareil, vous l'excluez parce que ben, votre comptage ne permet pas de le mesurer. Il y a aussi un côté pragmatique vis-à-vis de qu'est-ce que vous pouvez mesurer et qu'est-ce que vous ne pouvez pas mesurer. Voilà. L'idée, ce n'est pas aussi de couper les cheveux en quatre pour prendre exactement les mètres carrés assujettis, si derrière, il faut dérouler plein de compteurs dans tous les sens. Donc voilà, identifier de manière pragmatique qu'est-ce qui peut être mis dans le tertiaire et surtout qu'est-ce qui peut être mesuré. Donc c'est surtout votre tableau électrique qui vous dira qu'est-ce qui est assujetti ou pas assujetti. Voilà. Je pense qu'on a répondu aux questions. Si jamais, n'hésitez pas à reposer vos questions. Dans le FAQ, il y a peut-être quelques petites précisions par rapport au périmètre, mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour en discuter concrètement par rapport à chaque site, parce que de ce qu'on voit, chaque entreprise a quand même ses spécificités. On ne peut pas généraliser. D'ailleurs, le législateur n'a pas à laisser un flou ou à laisser la main à l'entreprise pour définir ce qui est assujetti ou non. C'est ça. On peut passer deuxième partie. Donc, décret tertiaire, combien? Donc, cette partie-là, c'est de regarder comment pouvoir financer donc, le décret tertiaire. Donc, déjà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Ça peut être en interne, ça peut être le référent énergie qui s'occupe déjà des indicateurs de performance industrielle, qui suit peut-être déjà la partie bâtimentaire. Il y a des formations qui sont proposées. Bon, effectivement, on va avoir l'énergie verte, c'est un peu. On propose des formations référentes décret tertiaire pour rentrer un peu plus dans le texte, mais il y a aussi des formations référents énergie qui permettraient peut-être d'en savoir un peu plus, mais ça peut être fait en interne sans aucun souci. Deuxième solution, c'est de sous-traiter, de faire ça totalement en externe. Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui sont plutôt des spécialistes dans la partie mesure, monitoring. Je ne pense pas que ce soit les plus pertinents de travailler exclusivement avec eux, puisqu'ils n'ont pas la partie ingénierie, efficacité énergétique. Donc, vous aurez juste une super supervision qui mesure plein de choses avec des données qui sont difficilement exploitables. Donc, notre proposition, c'est plutôt de partir soit sur quelque chose 100% interne, avec des suivis, des logiciels sur lesquels vous avez la main, soit plutôt un accompagnement, c'est-à-dire d'être conseillé sur ce sur ce qui devrait être mis en place et d'avoir un regard extérieur sur l'analyse des données, l'accompagnement de la mise en place des solutions, etc. Voilà. Mais investir uniquement dans du comptage en disant c'est bon, je mesure tout, je vais être conforme au décret tertiaire, on n'est pas d'accord. Voilà. En tout cas, c'est notre avis. Je pense que ça ne servira à rien parce que vous aurez plein de data et qui ne serviront à rien. Le nerf de la guerre, comme on l'a dit, c'est le financement des projets d'économie d'énergie et l'accompagnement dans la mise en œuvre du plan d'action. On parle de 10 ans, 20 ans, 30 ans d'échéance. Donc, à un moment, il faut pouvoir mettre en place les actions et mesurer leur efficacité via ces indicateurs. Et il faut des gens, du coup, derrière qui puissent regarder. Alors, principal levier de financement, ce sont les C2E. Donc, tout ce qui est C2E lié aux utilités, hein, donc vapeur, chaud, froid, il y a des fiches C2E qu'on a essayé de répertorier avec un curseur. Donc, quand c'est vert, la rentabilité est plutôt bonne. Quand c'est rouge, la rentabilité financière, donc investissement par rapport aux subventions, est moins bonne. Il y a de quoi faire. Si on a un conseil, c'est de bien séparer le prestataire qui fait les travaux et l'obligé ou délégataire à qui vous confiez les C2E. Voilà, parce que c'est deux choses distinctes. Et si les C2E ne sont pas bradés, aujourd'hui on est autour de 7 euros le mégawattheure CUMAC. On rentre dans la 5e période C2E, donc en janvier 2022. Donc là, le marché est un peu somnolent, entre guillemets, mais il y a quand même des choses encore à faire, notamment sur tout ce qui est récupération de chaleur. Donc il y a 200 fiches de mémoire. Il y en a beaucoup qui concernent les utilités, qui sont clairement associées au décret tertiaire. Donc pour résumer, récup chaleur, osmoseur, variateur de vitesse, alors sur l'air comprimé, LED, pas beaucoup de C2E, mais ça vaut peut-être la peine de regarder, la ventilation, GTB aussi. du coup, au bâtiment. Oui.
Tout à fait. Là, il y a aussi des aides, des fiches qui sont intéressantes. On vous a énuméré donc les références. Les fiches sont accessibles, c'est pas compliqué techniquement à comprendre les BE comme EnergyDev peuvent vous aider à chiffrer de manière indépendante et objective les montants des aides, voire vous accompagner dans le montage des dossiers. Voilà. On a ici des exemples donc, de solutions qui ont été faites. Donc, la plus courante, c'est les récupérations de chaleur. C'est très, très à la mode aujourd'hui parce que c'est très lucratif. Donc, le coût de l'investissement est inférieur à la prime C2E. Récupération de chaleur, gros froid, air comprimé, ça marche très, très bien. Des investissements avec des TRI plutôt de 2 ans. Donc là, c'est tout ce qui touche à la GTB, à la supervision aussi avec l'UT 134. Les TRI très, très raisonnables. Ça serait dommage de s'en priver. Et ensuite, d'autres investissements qui, là, n'ont pas forcément à voir avec les C2E. C'est tout ce qui touche, par exemple, au photovoltaïque et aux chaufferies biomasse, voilà, qui sont plus dans l'axe stratégique. Voilà. On pourra en parler tout à l'heure, mais il y a pas mal de choses à faire. On vous a mis un exemple chiffré pour un traitement en osmoseur avec un investissement 83 000 €, subvention 83 000 € comme par hasard, taux de couverture 100%. Voilà. C'est des choses assez classiques. Il y a plein d'offres de solutions qui doivent souvent toquer à vos portes. L'idée, c'est juste de temporiser. Ce n'est pas parce que ça coûte 1 € que ça ne peut pas être négocié et vous rapporter plus. Voilà. Si ça vous rapporte plus, cet argent peut être investi dans d'autres actions d'économie d'énergie moins rentables, mais qui sont aussi sensibles et prioritaires. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas uniquement de faire parce que ça coûte rien, c'est aussi de voir si ça peut vous rapporter des euros pour faire autre chose. Voilà. Et typiquement, EnergyDev, on est positionné là-dessus. Voilà. D'autres dispositifs existent, donc il y a le fameux plan de relance, donc ça c'est important, c'est pour tous les projets supérieurs à… Ça dépend du guichet, du dispositif. Donc, ASP, là, voilà, c'est pour les investissements inférieurs à 3 millions d'euros. Et puis, France Relance, il y avait l'appel à projet décarbonation, donc pour les projets supérieurs à 3 millions d'euros. Ça touche souvent au process, mais si, par exemple, le process qui est décarboné avec de la récup de chaleur, ça permet de chauffer le bâtiment, donc de répondre aux obligations des courriers tertiaires. Voilà, tout est vraiment lié. Et ensuite, on a le dispositif tremplin qui se termine cette année pour toutes les PME, donc à faire 250 salariés, ce qui permet aussi de financer des actions d'économie d'énergie. Donc, il n'est pas négligeable. Il y a toute une liste d'actions éligibles qui fonctionne sur le principe premier arrivé, premier servi, et votre interlocuteur, c'est la même. Donc, guichet ASP, il y a des actions de récupération de chaleur, mise en place de compteurs, supervision. Donc voilà, il y a plusieurs dispositifs d'aide qui sont d'ailleurs aussi cumulables. Voilà, ils sont cumulables. Il y a aussi pour la partie comptage, j'ai parlé de la fiche C2E UT 134. On n'a pas eu le temps de… Je crois que je l'ai juste… On n'a pas eu le temps de faire le slide, mais vous tapez UT 134 C2E, vous trouvez la fiche qui permet de financer donc les C2E. Mais il y a aussi le dispositif Industrie 4.0, Industrie du futur, qui permet aussi de financer tout ce qui est supervision monitoring. Donc ça peut aussi être intéressant. Il y a largement de quoi financer un plan de comptage qui tient la route. Voilà. Il y a un dernier dispositif, c'est le dispositif ProSMEN avec la T2E pour les entreprises qui sont certifiées ISO 50001. Alors, vous me direz quel est le lien avec ISO 50001, si vous ne l'avez pas deviné. Un état des lieux, un plan d'action, un suivi avec des objectifs. Ça ressemble au décret tertiaire. On peut y inclure le décret tertiaire. Et pour les entreprises certifiées ISO 50001, il y a des subventions qui peuvent aller jusqu'à 40 000 €. Donc, c'est le maximum, à condition de mener les choses avant fin d'année prochaine. C'est ça. Ouais, juillet ou fin d'année 2022. Et c'est le dispositif AT2E qui permet de financer. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Voilà. Et la fiche 1 du T134, ça, c'est une fiche sur laquelle on a une expertise. Ce n'est pas une fiche qui plaît beaucoup aux obligés, aux délégataires, parce qu'elle est un peu technique, mais croyez-nous sur parole ou non, si vous souhaitez installer un peu de comptage pour votre process, ça peut sortir pas mal d'euros. Voilà, si la fiche est bien faite, ça peut dégager pas mal d'euros et financer au-delà de vos besoins de comptage. Voilà, et donc, au passage, de rajouter des compteurs bâtimentaires. Donc, on a terminé sur la partie financement. Je suis passé volontairement rapidement parce que ça bouge beaucoup vis-à-vis des dispositifs. Si vous avez des questions sur qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui ou quels sont encore les guichets disponibles, faut pas hésiter. Là, on a
On a tracé le process assez rapidement, vous aurez ça sur slide. Une dernière petite parenthèse pour conclure. On a mis les graphes sur les prix des énergies. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, l'énergie, les prix explosent, piquent. Que vous soyez ou non engagé sur 2022-2023, vous serez amené à avoir des coûts d'achat d'électricité et de gaz plus élevés qu'aujourd'hui. Ça, c'est structurel dans le cadre du redémarrage de l'économie monde. Donc, les TRI de vos projets se trouveront fortement améliorés. Donc, pour faire des simulations sur les taux de retour sur investissement des projets d'économie d'énergie, en prenant les prix que vous allez payer en 2022, 2023 ou 2024, plutôt que les prix que vous avez aujourd'hui en termes de fourniture d'énergie, vous verrez qu'il y a quand même une forte amélioration des taux de retour sur investissement. Donc, ça peut être aussi un déclencheur dans la prise de décision. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, entre guillemets, même si voilà, personne n'est content que les prix augmentent. Et la deuxième chose, on a représenté ici les prix des C2E, donc qui permettent en euros par mégawattheure CUMAC. Donc, c'est un peu le montant de l'aide proportionnelle que fournit le dispositif C2E. Pour faire rapidement l'histoire, sur la 4e période, le C2E s'échange autour des 8 euros par mégawattheure CUMAC. Donc, c'est un très haut historique. On est en train de terminer la 4e période C2E. Donc, il y a eu des opportunités qu'il n'y avait pas sur l'année, par exemple, 2e et 3e période. On est autour des 4, voire des 2 euros par mégawattheure CUMAC. Donc, il y a eu x4, un facteur x4 en termes de montant de subvention récupéré. Et on pense que sur la 5e période qui va démarrer en janvier prochain, on risque de se retrouver à des mêmes niveaux, 7-8 euros par mégawattheure CUMAC. Donc, ce dispositif a le vent en poupe. Emmanuel Macron va faire aussi des annonces plus structurelles, donc aujourd'hui sur les investissements de l'énergie. Peut-être qu'il va parler aussi sur des nouveaux dispositifs d'aide pour les industriels. Donc, il faut quand même constamment rester en veille sur ces dispositifs pour pouvoir en bénéficier très rapidement. Voilà. Et revoir régulièrement les TRI, parce qu'il y a clairement un coup à jouer, parce que l'énergie augmente et parce que le prix du C2E est très bien. Une question d'Arnaud Kiffer. Si les actions d'amélioration énergétique ont été réalisées avant la mise en place du comptage, comment puis-je déclarer une année de référence sans me pénaliser par rapport à l'objectif de réduction énergétique? Donc oui, effectivement, des entreprises qui ont déjà fait des actions de réduction de leur consommation énergétique, on leur impose encore une réduction supplémentaire sur des bâtiments qui ont déjà été traités. Comment ça peut être pris en compte? Alors, donc là, c'est dans le choix de l'objectif. Si le bâtiment est déjà performant énergétiquement, donc là, il faudrait se diriger vers un objectif en valeur absolue, donc sur les bases d'un bâtiment performant récent. Donc, normalement, l'objectif serait plus adapté pour un bâtiment qui a déjà subi des actions d'amélioration de la performance. En fait, effectivement, le choix de l'année de référence. Ce choix de l'année de référence, vous avez la possibilité sur les 10 ans en arrière. Donc, si les investissements ont été faits au cours des 10 ans, c'est de remonter le plus tôt possible pour choisir l'année sur laquelle les travaux n'avaient pas encore été faits. C'est une manière de jouer. Voilà. Bon, il y a de quoi faire sur les 10 dernières années. En général, on peut trouver une très très mauvaise année et avoir un ratio. Alors, l'idée, c'est pas forcément non plus de jouer avec ces années. Je pense que la question n'était pas dans ce sens-là, mais de valoriser ce qui a été fait et surtout d'avoir une feuille de route pour la suite. Ça, c'est important. Voilà, parce que si, de toute façon, on n'y coupera pas vis-à-vis de cette transition environnementale, il va falloir faire des investissements. On le voit avec l'actualité qui se passe sur les marchés de l'énergie. Structurellement, toutes les entreprises sont amenées à faire un virage. Voilà. Et le décret tertiaire n'est qu'un prétexte pour raisonner de stratégie à moyen long terme. Voilà. C'est comme ça aujourd'hui que nous, on perçoit le décret tertiaire parce qu'il y a des aides et beaucoup plus que des aides. Donc, c'est l'occasion de sauter de plein pied, si ce n'a pas déjà été fait, bien sûr, dans cette fameuse aventure de la transition environnementale. Voilà. Et l'État ne peut pas fixer des objectifs industriels vis-à-vis du process, donc se contente de fixer des contraintes ou des objectifs sur la partie bâtimentaire. Mais c'est la même approche que devraient avoir les industriels, si je peux me permettre, vis-à-vis de leur process. Le coût des matières augmente, le coût de l'énergie augmente, donc le contenu carbone ou le contenu énergétique des produits qui sont sortis d'usine doit être maîtrisé et réduit. Voilà.
D'accord. Autre question de Mathilde Triby. Dans quelle mesure les panneaux, donc je pense que c'est les panneaux solaires photovoltaïques, contribuent au décret tertiaire? Pouvez-vous détailler le sujet par rapport à la réglementation, s'il vous plaît? Donc, c'est dans la mesure où on autoconsomme l'énergie produite. Donc, ça vient en déduction des consommations énergétiques, soit comptées ou facturées. Et donc, dans ce sens-là, ça participe à la réduction des consommations, même si, bon, ça ne doit pas permettre à l'utilisateur finalement de consommer plus d'énergie. Ce n'est pas l'objectif. Mais voilà, consommer de l'énergie renouvelable, en tout cas, permet de réduire. En fait, consommer de l'énergie renouvelable, les kilowattheures utilisés dans le calcul des objectifs, c'est tout ce qui est acheté en termes d'énergie. Voilà, que ce soit du gaz, de l'électricité, de la biomasse. Maintenant, si c'est de l'énergie qui est produite sur site, notamment le photovoltaïque, en autoconsommation, donc ça vient réduire les énergies que vous achetez pour faire fonctionner le site. Donc voilà, c'est une manière de réduire la consommation par mètre carré. Voilà, artificielle, mais c'est de l'autoproduction sur site d'énergie. Voilà, c'est en ce sens-là, ce que disait Axel, c'est dans ce sens-là que ça vient aider à atteindre l'objectif. Une dernière question dans le chat de Julien. Quel est l'ordre de grandeur du coût d'un accompagnement externe pour traiter le décret tertiaire? Alors, je vais être un peu provocateur, il peut être de 0, mais je suis tout juste, voilà, c'est pas de la provocation, parce que vous avez des aides, on l'a vu tout à l'heure, pour le dispositif ProSMEN. Alors, il faut aller bien sûr vers une certification ISO 50001, même si ça commence à revenir très très vite et en force. Mais vous avez aussi tous les dispositifs comptage, gisement C2E qui permettent aussi, s'ils sont bien faits, de financer l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une sorte de contrat de performance, ce que propose notamment EnergyDev, qui peut financer l'accompagnement avec une partie des C2E. Sachant que la plus grosse partie des aides et financements qui dépasserait le montant de l'investissement initial, C2E, ce n'est pas une subvention, c'est une prime que reçoit l'entreprise, sachant que la plus grosse partie revient bien sûr à l'industriel. Mais le mot, disons, je prends par exemple récup de chaleur, en investissement de 200 000, récup en montant C2E 300 000, il reste 200 000 qui permettent largement de payer un BE pour faire des critères tertiaires et au-delà. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de mixer l'ensemble. Maintenant, par contre, si vous cherchez des entreprises qui ne se mêlent pas de votre accompagnement efficacité énergétique, ben, c'est du jour homme qu'il va falloir payer, qui va peut-être servir juste à vous accompagner sur la partie voilà, administrative, on va saisir, on va faire. Mais je pense que ça, c'est pas le nerf de la guerre. Ça prend 5 minutes de charger les infos sur Opera. Par contre, ça prend des jours de bien calculer l'année de référence et de définir un plan d'action sérieux pour ne pas se retrouver coincé en 2030. Donc, c'est ça qui coûte et c'est ça qui peut être financé avec les différentes aides pro-SMEN ou des montages financiers. Voilà. Mais ça ne coûte pas un bras puisque souvent, il y a des obligations de résultat et les économies en euros, en mégawattheure permettent de financer l'accompagnement. Je ne peux pas donner de réponse précise parce que je ne connais pas exactement le cas de l'entreprise. Mais aujourd'hui, typiquement, les industriels qu'on accompagne, c'est sur des restes à charge très faibles, voire négatifs. Voilà, s'il fallait juste retenir quelque chose, c'est de voir le décret tertiaire avec un côté pragmatique, l'opportunité du comptage, l'opportunité des gisements C2E. Ça peut être fait en interne. Avoir un tiers de confiance qui permet un peu de cadrer la chose, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, c'est un peu open bar avec l'État vis-à-vis des aides, des subventions. Et c'est l'occasion de vraiment faire de la transition d'efficacité industrielle. Et le décret tertiaire, ça sera l'épaisseur du trait vis-à-vis de cette obligation. Voilà. Mais ce n'est pas une grosse contrainte, mais il faut le faire dans une dynamique plus globale. Ça peut être le bon prétexte pour enclencher en interne une dynamique, mais ça ne nous semble pas contraignant au-delà de la simple question-réponse, FAQ, qu'est-ce que je dois faire ici ou là, mais l'info existe. Donc vraiment le voir comme une possibilité d'optimisation ou d'amélioration continue pour l'entreprise. Tout à fait, en ne se limitant pas qu'au bâtiment, mais en y greffant le process. Voilà. Et ça se fait naturellement finalement. Quand le décret tertiaire est apparu, on s'est rendu compte que chez EnergyDev, on faisait déjà du décret tertiaire, sauf qu'on faisait plutôt process et un peu bâtiment. Et là, ce qui est demandé, c'est de faire un reporting bâtiment. Mais bon, le process, c'est pareil. Quand on a quelques dizaines, centaines de milliers d'euros de factures d'énergie pour le process,
ça serait dommage de ne pas mettre un compteur, d'autant plus que ce compteur à quasi 100% est financé. Merci à Reza pour l'opportunité de présenter voilà, ce fameux décret tertiaire. Et n'hésitez pas, si vous avez bien sûr des questions. On a essayé d'être pragmatique avec Axel sur les questions. On a supposé que vous êtes tous au même niveau d'info, mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter en direct. Hein. On ne cherche pas forcément à placer une presta, forcément. Hein. Ce n'est pas la philosophie d'Energy Dev. On cherche aussi à apprendre et à accompagner, donc ça se fera avec plaisir. Merci à vous, merci Energy Dev, merci pour cette intervention et toutes ces précisions sur le décret tertiaire. Merci à tous pour votre participation et bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.